Bonsoir à tous. Je vais faire une introduction de 2 minutes plus longue que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire. Ça fait 5 ans que l'idée des after-work est née. Et donc, voilà, ça fait 5 ans qu'on a avancé, qu'on a eu l'occasion de pouvoir ouvrir ces forums pour partager de la recherche auprès de la cité, puisque c'est le mandat de l'université, n'est-ce pas, de faire ce pont entre l'université et la cité. 5 ans qu'on aborde des sujets très différents. Y a-t-il une génération Y? Y en a-t-il pas? Les rumeurs, les émotions, le présentéisme, les entreprises libérées, très large, à l'image de tous les domaines que nous espérons pouvoir toucher par les programmes. 5 ans aussi que des enseignants partagent gracieusement leurs connaissances, leurs recherches avec vous, public. 5 ans d'une collection enregistrée, alors malheureusement incomplète, avec quelques soucis techniques, mais que vous pouvez trouver sur le site mrhc.ch, où, autant que faire se peut, en bas à gauche, vous avez une rubrique vie publique, place publique, after work, où vous pourrez trouver la collection des enregistrements que nous avons. Ça fait 4 ans également que nous avons un partenariat avec l'association HR Genève. Alors, pour finir, juste quelques mots. 2 chiffres, 13 enseignants, 5 ans c'est 13 enseignants avec un rythme de 3 par an depuis 2017 et plus de 500 inscrits, plus de 800 inscrits depuis, c'est quand même presque le double, depuis avril de 2015. Avril étant le mois où ça s'est concrétisé. Alors, merci à tous pour votre fidélité, pour ceux qui nous rejoignent régulièrement, votre curiosité, votre envie d'approfondir les thèmes que nous vous proposons. Et merci donc à tous ceux qui nous accompagnent, qui permettent tout ça. Et puis, je vais faire un merci très particulier. Je vais l'adresser à Héloïse. Elle se cache. Pour tout le soutien logistique indispensable à ces événements. Sans elle, eh bien, simplement, on ne serait pas là. Donc, merci à elle. Merci à tous. Thibaut, c'est à toi. Très bien. Bonsoir à tous. Moi aussi, je vais commencer par remercier Nadine et le programme de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Thibaut de Dijos. Je suis professeur à l'école de management de Grenoble et je suis titulaire d'une chaire de recherche et d'enseignement qui s'appelle Territoire en transition. Et donc nous aussi, on tient beaucoup à cœur à essayer de mailler sciences sociales et puis acteurs de la cité pour construire un territoire plus solidaire et plus écologique. Et donc je fais un peu d'espionnage industriel ce soir, je vois le format, et donc peut-être qu'on aura une franchise d'afterwork à Grenoble après, parce que je trouve qu'effectivement là c'est impressionnant. Merci de votre présence, c'est toujours intéressant de partager des résultats de recherche avec des acteurs pluriels. Donc voilà, je suis très honoreux d'être là ce soir. Donc, vous avez vu le titre, je vais vous parler de l'entreprise libérée, modèle, conditions de réussite, limites et effets inattendus. Donc déjà, une première chose que je voudrais dire, c'est une position d'humilité. Je sais que dans la salle, il y a plusieurs managers d'entreprises libérées. Donc, ce que je vais présenter ce soir, c'est plus déjà des résultats de recherche. Je vais faire un peu l'état de l'art sur qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de l'entreprise libérée en sciences sociales, et puis je vais défendre un point de vue en fait. Donc vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, je ne serai pas du tout vexé, et au contraire le but j'imagine de ce genre d'événement, c'est aussi créer de la discussion fertile. Alors ça va être très simple, hein. D'habitude on fait des exposés en 3 points en France, mais j'ai décidé de faire un exposé en 2 points. Donc c'est premièrement, de quoi parle-t-on ? Et puis deuxièmement, qu'est-ce que ça fait quoi? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça produit l'entreprise libérée? Oui, c'est basique. Hein. Donc d'abord, de quoi parle-t-on? Donc je vous ai mis là 4 ouvrages de référence. Ce qui est intéressant pour moi, qui parle du même phénomène. Vous voyez, vous avez le livre de Isaac Gates, l'entreprise libérée. Vous avez le livre de Laloux sur les organisations opales, les Teal Organizations, Reinventing Organizations. Vous avez le livre de Brian Robertson sur les holacraties. Et puis quand même, donc tout ça, ça a plutôt une dizaine d'années, d'accord? Et puis quand même un ouvrage de référence de base qui date de 92, Tom Peters sur Liberation Management. Okay, donc quand même
en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, tout ça, ça n'est pas apparu d'un coup. Il y a toute une histoire, on pourrait retracer d'où ça vient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effet de mode autour de ça. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de se poser des questions. Derrière l'effet de mode, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi je dis effet de mode? Parce que, par exemple, si on regarde en France, en 5 ans, il y a eu plus de 300 articles dans la presse qui a été publiés sur ce thème de l'entreprise libérée ou la sociocratie ou l'holacratie. 300 articles de presse. Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'entreprises qui se réclament ouvertement de ce mouvement-là en France. Ça veut dire que si on a plusieurs centaines d'entreprises qui s'en réclament ouvertement, ça veut dire qu'il y a plusieurs milliers d'entreprises qui sont influencées. Donc on assiste bien à un effet de mode, et donc tous ces concepts, on le vend en poupe, et donc l'idée de ce soir, pour moi, c'est de faire un peu le point là-dessus. Parallèlement, les chercheurs en sciences sociales sont aussi emparés du sujet, et aujourd'hui on est à une trentaine de publications dans les articles classés par le CNRS, qui est notre organisme de référence en France, et donc c'est à partir de ça que je vais élaborer un peu les choses que je vais partager avec vous, plus nos propres enquêtes de travail. Ce que je n'ai pas dit, c'est que jusqu'au 1er février, là, j'étais à la tête d'une équipe de recherche, en plus de la chaire, qui s'appelle Forme alternative de marché et d'organisation, où on est à peu près 25 sociologues des organisations économistes. Et donc, dans cette équipe, on a mené plusieurs travaux de recherche au sein d'entreprises dites libérées. Alors, bon, ça c'était une sorte de propos liminaire. Qu'est-ce que... déjà, la première chose à dire, c'est que pour moi, l'entreprise libérée, elle fait partie de nouveaux modèles d'organisation qui ont toujours la même posture, qui sont des postures anti-bureaucratiques. C'est le même point de départ. C'est dépasser les modèles qui ont dominé le monde économique entre les années 30, on va dire, et les années 80, c'est d'aller au-delà et d'essayer de déconstruire la bureaucratie. Et donc, vous voyez, là, j'ai mis plusieurs types d'entreprises, et à chaque fois, elles vont essayer d'attaquer des éléments différents de la bureaucratie. Par exemple, les deux premières, les adocraties, donc les organisations de type Google, si vous voulez, vont viser l'innovation, vont critiquer la bureaucratie sur son incapacité à innover, et donc vont essayer de renouveler le modèle en disant ce qu'on vise, c'est l'innovation. Exactement la même chose sur les organisations ambidextres ou hybrides, le deuxième modèle, qui sont finalement des mélanges entre des organisations bureaucratiques, dont le but du jeu est l'efficacité organisationnelle, et puis des organisations de type adocratique, comme je viens de le définir à la Google, dont le but du jeu, c'est de l'exploration, donc l'innovation, etc. Donc ces deux catégories de modèles d'entreprise vont plutôt viser l'innovation. La troisième forme qui est en train d'apparaître, c'est ce qu'on appelle donc les plateformes. Si je vous dis par exemple Amazon Mechanical Turk, donc ces organisations qui finalement visent aussi des modèles post-bureaucratiques, débureaucratisent en faisant quoi? En sous-traitant massivement le travail sous forme de contrats de partenariat plutôt que de contrats de travail. Donc ce sont des plateformes qui sous-traitent du travail à la tâche partout dans le monde. Et donc là aussi, alors là, qu'est-ce que ça va viser, ces formes d'organisation-là? Pourquoi on débureaucratise en adoptant des plateformes? Parce que ce qu'on va viser là, c'est une extrême flexibilité. Parce qu'à partir du moment où vous organisez plus des contrats de prestations et plus des contrats de travail, vous avez une extrême, vous payez les gens à la tâche. Et donc vous recréez la flexibilité, ce que ne propose pas la bureaucratie. Ensuite, quatrième forme, qui est une forme aussi vieille que le capitalisme, mais qui aujourd'hui a le vent en poupe, ce sont les innovations, enfin les organisations radicales de l'économie sociale. Et elles, qu'est-ce qu'elles vont attaquer? Elles vont attaquer le capitalisme en elle-même, donc elles proposent des formes anticapitalistes qui, par exemple, ne permettent pas de valoriser le capital sur les marchés financiers. Et elles vont viser aussi des démarches démocratiques, donc des prises de décision qui s'appuient sur la démocratie représentative, donc ça aussi, une catégorie d'organisation bien à part, etc. Là, je n'ouvre pas, mais pour moi, le dernier bloc, là, entreprise libérée, c'est une autre facette. Je mets entreprise libérée comme étiquette, mais vous avez compris que vous auriez pu mettre holacratie, sociacratie, etc. Pour moi, c'est une autre étiquette, c'est une autre forme d'organisation qui vient réinterroger nos formes bureaucratiques d'organisation, mais là, avec une autre visée. On n'est plus sur une visée anticapitaliste, on n'est plus sur une visée purement innovation. Moi, ce que je pense, la valeur fondamentale que va mettre en avant ces formes d'organisation, c'est la réalisation de soi dans le travail, c'est la quête de sens et puis la prise d'autonomie par les salariés. C'est ces valeurs-là, si vous voulez, on a souvent parlé d'une critique artiste contre les formes bureaucratiques. Donc, c'est ces valeurs-là que va pousser cette forme d'entreprise libérée, la réalisation de soi et la quête de sens.
Donc du coup, ok, ça c'est un peu pour réinscrire historiquement cette forme-là, mais maintenant, de quoi parle-t-on? Suite, c'est quoi les principaux principes? Les principaux principes, c'est intéressant ce que je raconte. Mais du coup, alors là, je vous ai mis ce schéma parce qu'il est très typique de ce qu'on trouve dans la littérature sur ces formes d'organisation. Vous voyez, donc là, vous auriez quelque chose qui est un peu bureaucratique, le triangle avec la division très forte, verticale et horizontale du travail. Et puis on irait, c'est presque un peu organique, on a l'impression de voir un dessin en biologie, vous voyez, et on va à quelque chose à droite de beaucoup plus émergent. Et c'est quoi l'unité de base? C'est le cercle. D'accord? Donc, quels sont les grands principes de ces entreprises libérées? Pour moi, j'en vois 3. Le premier, je vais vous donner la définition qui est le plus, on va dire, qui est la plus partagée de l'entreprise libérée. Donc, l'entreprise libérée, c'est une forme organisationnelle. Moi, je pense que c'est presque un modèle, mais certains n'osent pas trop dire ça, donc on va dire une forme organisationnelle, dans laquelle les salariés ont pleine liberté et responsabilité, ont la complète responsabilité et liberté pour mener les actions qu'eux-mêmes jugent les meilleures plutôt que leur hiérarchie. Donc, vous voyez, donc quand on utilise cette définition de base, ça veut dire que les salariés, les collaborateurs, doivent eux-mêmes mener les actions qu'ils pensent les meilleures pour résoudre des problèmes. Donc, ça veut dire que la brique de base, c'est l'individu autonome, en capacité de décider qu'est-ce qui est bon pour lui. Ça, c'est le premier principe de base, l'individu. Mais comme on travaille dans des sociétés complexes, très souvent, le travail se fait en équipe. Donc, c'est la deuxième brique de l'entreprise libérée, c'est que, en fait, cet individu qui doit être autonome, il s'encastre dans une équipe de travail. Donc, c'est ma deuxième unité de base, et c'est pour ça que très souvent, on présente ces cercles. Ces cercles, ce sont les groupes de travail, les équipes de travail. Et pour que ça soit compatible avec l'autonomie des salariés, il faut que ces cercles soient dotés de prise de décision collective qui respectent la liberté individuelle. Donc on va doter ces cercles de plein de moyens de prendre des décisions pour que la prise de décision soit participative et respecte quelque part la liberté individuelle. Le troisième principe de l'entreprise libérée, donc vous voyez, donc c'est des entreprises très émergentes qui se basent sur ces cellules, sur ces éléments individuels. Et la troisième caractéristique que je trouve très intéressante, c'est que en fait, ces individus, ils vont s'allouer eux-mêmes les tâches qu'ils réalisent. Et donc, quelque part, il y a une vision très, j'allais dire, très influencée par un marché de compétences. C'est-à-dire, finalement, l'entreprise libérée se pense comme un marché de compétences. Les gens ont des talents, ils vont développer leurs propres talents, ils vont s'allouer des tâches. Et progressivement, on aboutit à un élargissement des spectres de responsabilité par rapport à la bureaucratie. Donc vous voyez, dans la bureaucratie, vous avez une distinction très forte entre ceux qui conçoivent le travail et ceux qui l'exécutent. Et après, il y a une définition très précise des tâches. Donc chaque individu a une tâche très précise à réaliser. Donc une division très forte du travail. Dans l'entreprise libérée, c'est vraiment l'inverse. On part de l'individu qui a besoin de se développer, qui réalise des tâches, qui suit ses envies et qui, en fonction de ça, va développer progressivement ses compétences. Donc on a une vision très bottom-up à nouveau, très du bas vers le haut, de comment l'individu va choisir sur quelle tâche il travaille. Ça part de l'individu, il va se coordonner avec d'autres pour constituer des groupes projets qui sont temporaires, forcément temporaires, puisque les groupes projets sont alloués à la réalisation de tâches précises et temporaires. Voilà pour moi un peu, un peu comment on pourrait définir les principes de base de ces entreprises libérées. Mais du coup, pour que ça marche, il faut des conditions pour que ça puisse marcher, des conditions nécessaires. La première, pour moi, elle est très très importante, c'est-à-dire que les entreprises libérées, ce n'est pas l'anarchie. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on pourrait imaginer que pour développer une organisation post-bureaucratique, il suffit de détruire toutes les règles. Vous voyez, on pourrait dire, vous faites ce que vous voulez, vous organisez comme vous voulez, et ça va marcher, ça va être très émergent. Et en fait, il y a plein d'écrits qui datent des années 70, qui étudiaient les mouvements alternatifs, qui ont montré que finalement, l'absence de structure conduit à de la tyrannie. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas parce que vous déclarez que les gens sont libres de s'organiser comme ils veulent que ça se passe vraiment comme ça. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, finalement, l'entreprise libérée, elle s'appuie sur plein de pratiques, plein de règles standardisées. C'est assez contre-intuitif, vous voyez. On pourrait imaginer que c'est un espace sans règles. En fait, c'est juste que pour passer de la bureaucratie à l'entreprise libérée, vous changez sur quoi portent les règles. Dans la bureaucratie, qu'est-ce que vous réglez? C'est le travail.
C'est-à-dire que la bureaucratie s'appuie sur plein de règles formelles que vous définissez. On va vraiment définir le contenu du travail. Alors que dans l'entreprise libérée, on se dote de plein de règles qui permettent à l'entreprise justement de garantir l'autonomie des collaborateurs. Donc ces règles elles vont porter sur plein de domaines de l'entreprise libérée. Par exemple, il va y avoir des règles sur la prise de décision collective. Puisque vous comprenez bien, vous voulez donner de l'autonomie, mais l'unité c'est le cercle, c'est l'équipe, il faut se doter plein de règles pour qu'à la fois on soit sûr que les décisions soient prises de manière collective, mais qu'à la fois, on ne soit pas dans une sorte de démocratie radicale où on soit dans des discussions sans cesse, puisque la finalité, c'est quand même une entreprise dont le but du jeu est de produire des biens et des services. D'accord ? Donc on va en fait hyper encadrer tous ces espaces de liberté. Et donc par exemple, je vous ai juste mis là un extrait. Par exemple, si vous ouvrez le livre de Brian Robertson, il est disponible gratuitement en ligne. Et si vous ouvrez ce livre-là, vous allez apercevoir qu'il y a plein de choses comme ça, c'est-à-dire plein de règles de fonctionnement dont doit se doter l'organisation libérée, ou holocratique dans ce cas-là. Donc, par exemple, Robertson, il définit plusieurs types de décisions à prendre, les décisions opérationnelles, les décisions stratégiques et les décisions de gouvernance. Et dans chacune de ces catégories-là, il va définir quel type de décision doit être prise et donc comment on doit organiser cette prise de décision. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'il appelle la prise de décision intégrative. Donc, vous voyez, c'est en anglais, mais pour faire très vite. Donc, donc il y a plusieurs. Donc, là, c'est quand un membre d'un cercle, donc d'une équipe, a à la fois une tension à résoudre et puis il a déjà la solution la solution qu'il veut apporter pour résoudre ce problème dans l'équipe, quoi. Et donc, voilà, il dit, vous voyez, c'est un processus en 1, 2, 3, 4, 5, 6 points et qui va permettre à la fois à l'individu d'identifier la tension et la proposition de solution qu'il amène, que ça soit discuté en équipe et qu'à la fin, on arrive à une prise de décision efficace. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant dans l'entreprise, je ne vais pas détailler tout ce processus, mais il y en a plein. Ce qui est intéressant dans l'entreprise libérée, c'est que l'entreprise libérée se dote de plein de règles qui viennent structurer, finalement, rendre possible à la fois une autonomie des salariés et une prise de décision collective qui est efficace, qui est centrée sur l'amélioration des processus de production, etc. Par exemple, d'autres règles qui aujourd'hui sont transversales à tous ces modèles, c'est par exemple la décision par consentement. Vous savez, on en a beaucoup parlé, la décision par la ligne hiérarchique, ça c'est le modèle bureaucratique. Vous avez la décision par consensus. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup vulgarisé par ces modèles-là, c'est la décision par consentement, c'est-à-dire on avance tant qu'un veto n'est pas exprimé par quelqu'un de l'équipe. Et donc cette décision par consentement, c'est beaucoup plus efficace en termes de précision collective que les décisions par consensus où on attend que tout le monde soit d'accord pour aller. Vous voyez, là on renverse la prise de position en mettant en avant le consentement plutôt que le consensus. Autre procédure, par exemple, qui est beaucoup utilisée dans les organisations libérées, c'est l'élection sans candidat. Pour promouvoir justement l'émergence d'un leadership qui va tourner, qui est situationnel, on va remettre sans cesse en cause les positions de leadership opérationnel et on peut élire justement des représentants du cercle à deux niveaux. Enfin, il y a plein de règles, je ne vais pas rentrer parce qu'il y a toute une architecture de cette organisation qui sont très semblables. Et donc, on organise des élections sans candidat qui sont aussi hyper normées. On en a parlé un petit peu avec Nadine, mais il y a aujourd'hui, vous tapez élections sans candidat, sociocratie, et vous allez trouver toutes les règles pour organiser des élections sans candidat, pour faire émerger des coordinateurs, des leaders, etc. On peut aussi, par exemple, citer la règle de la représentation. Ça veut dire que très souvent, dans ces organisations, donc dans les équipes, on a mis en place ces règles de fonctionnement collectif pour prendre des décisions de manière collective. Mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'il n'y a pas de décision qui soit prise sans que... Enfin, toutes les décisions qui vous impactent, vous devez être présent dans les endroits où c'est discuté. Et donc très souvent, par exemple, ça a été très bien formalisé dans l'holacratie. En fait, chacun des cercles a un représentant, un coordinateur qui est élu. Donc, c'est ce dont je vous parlais avant. Mais vous avez aussi, donc ça, ils appellent ça un lead link, mais vous avez aussi un représentant qui va aller dans toutes les instances où sont prises des décisions qui vont impacter votre équipe. Et dans ces instances-là, vous n'avez pas forcément pouvoir de décision, parce que vous n'êtes pas fait partie du cercle. En revanche, vous êtes là pour écouter ce qui se dit et après rapporter l'information au sein de votre cercle. Donc, vous voyez, vous allez trouver des centaines de règles comme ça qui permettent de faire vivre ce type d'organisation. Donc c'était ma première, je reviens un petit peu en arrière, c'était ma première condition qui est un peu contre-intuitive,
qui est de dire que l'entreprise libérée, elle n'est pas libérée de règles, ce n'est pas, comme je disais, l'organisation anarchique, c'est une organisation qui se dote de règles très précises pour justement pouvoir fonctionner comme une entreprise libérée. Et moi, je l'ai beaucoup vécu, ça, où finalement, les gens qui organisent des réunions dans ce genre d'entreprise sont très très normés en fait et conduisent les réunions de façon très stricte pour pas justement se laisser déborder par des discussions sans fin sur les finalités des actions ou sur des situations où finalement à la fin on a fait 3 heures de réunion et il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. Donc il y a quand même voilà, il y a une architecture de la prise de décision pour la rendre beaucoup plus efficace, quoi. Et on a toujours, enfin voilà, moi je trouve que c'est toujours super intéressant d'observer ce genre de réunion parce qu'on apprend beaucoup de techniques en fait. C'est finalement l'entreprise libérée, c'est plein de techniques d'intelligence collective. Mon deuxième point, et c'est aussi intéressant, c'est que ces entreprises, pour fonctionner, elles ont besoin d'une cohésion sociale très forte. Il y a besoin d'une adhésion des salariés au projet. Et ce qui est contre-intuitif, c'est que très souvent, cette adhésion, elle est permise par un engagement très fort de la direction. Oui, c'est contre-intuitif. On pourrait dire, l'entreprise libérée, super, il n'y a plus besoin de... L'entreprise libérée peut se passer du comité de direction, quoi, par exemple. Vu que toutes les décisions sont prises là où se fait le travail, etc. Bon, évidemment, il y a des grandes décisions comme des opérations de haut de bilan qui restent de l'apanage de la direction générale. Mais on pourrait dire qu'il n'y a plus besoin de leader, il n'y a plus besoin de coordinateur. Mais en fait, c'est contre-intuitif parce que très souvent, cette adhésion très forte du corps social, elle est encouragée par des positions, l'exemplarité, des positions très fortes par la direction. Et donc très souvent, dans les grands exemples très connus d'entreprises libérées en France, vous prenez Chronoflex, vous prenez Favi, en fait, c'est associé très souvent à des noms de dirigeants. Là aussi, il y a quelque chose de contre-intuitif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, donc, vu qu'on va faire confiance à l'autonomie, on a besoin que les gens s'engagent, se réalisent dans le travail, etc., c'est basé sur une sorte de nouveau contrat social où il y a une identification très forte entre l'aspiration individuelle d'autonomie et la réalisation du projet collectif. Donc, c'est pas l'entreprise libérée, ce n'est pas juste une addition d'individus, c'est une addition d'individus autonomes qui convergent vers la réalisation d'un projet en commun. Et donc ça, c'est aussi super intéressant. Et par exemple, dans beaucoup d'entreprises libérées ou de holacratie, etc., ce qu'on a remarqué, c'est qu'au bout d'un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure aux étudiants du master, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui partent en fait. Soit parce que c'est des gens qui partent d'eux-mêmes. Donc très souvent, il y a beaucoup de cadres intermédiaires qui quittent ces organisations-là, j'en parlerai tout à l'heure. Mais parfois, c'est même provoqué par la direction générale qui, au bout d'un moment, propose une sorte de contrat d'engagement en disant soit vous restez et vous adhérez pleinement au projet, soit vous partez. Et donc, par exemple, dans des organisations aussi célèbres, par exemple Zappos, c'est de la vente de chaussures en ligne, c'est une filiale d'Amazon maintenant. Quand ils ont mis quand ils ont adopté le modèle holacratique, en fait, au bout de 2 ans, ils ont proposé ça aux salariés. Soit vous adhérez, soit vous restez, vous adhérez, soit vous partez. Et il y a 18% des collaborateurs qui ont démissionné à ce moment. Donc vous voyez, finalement, cette adhésion aussi, elle peut avoir ce genre de conséquences assez imprévisibles de la part des entreprises libérées. La dernière condition nécessaire, c'est que, évidemment, si vous renversez la logique de l'entreprise et si vous dites finalement c'est les salariés dans les équipes qui sont en capacité, en totale autonomie, c'est-à-dire qu'ils s'autodéterminent, ils décident eux-mêmes où ils veulent aller, etc., ça veut dire que vous devez redéfinir complètement la fonction de ce que vous appelez le leadership en fait, dans une organisation, toute la ligne de management. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça redéfinit la relation entre ce que j'appelle staff et line, c'est-à-dire entre les fonctionnels dans l'entreprise et les opérationnels. Alors, sur le management, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, pour le management opérationnel, en fait, ça redéfinit, ça rebat les règles, puisque l'idée de base est de créer des équipes temporaires dans lesquelles le leadership est temporaire. Ça veut dire que déjà, il y a un premier effet, c'est que vous multipliez. Dans les entreprises libérées, finalement, vous avez plus de gens en responsabilité qu'avant. C'est-à-dire que finalement, vu que vous créez ces petits cercles et chaque cercle se dote d'un représentant, on va dire, d'un coordinateur, vous avez beaucoup plus de managers opérationnels qu'avant, mais ils sont toujours sur une base temporaire et ils peuvent se redéfinir en fonction des projets, etc.
Donc, déjà, au niveau des managers opérationnels, il y a du changement et puis c'est à la fois temporaire, il y a une redéfinition des rôles, etc. Sur les managers intermédiaires, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que très souvent, ils disparaissent ils sont beaucoup moins nombreux dans l'entreprise libérée, et ça crée beaucoup de mal-être. Il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui, beaucoup d'enquêtes sur des managers intermédiaires avant qui sont complètement perdus avec l'adoption de l'entreprise libérée. Pourquoi ? Parce que comme on est sur une base de contrat d'autonomie, d'autogestion des équipes, hein, le terme est souvent prononcé dans les entreprises libérées, autogestion des équipes, il n'y a plus besoin du tout de contrôle, quoi. Donc, il y a toute une partie du fonctionnement du cadre intermédiaire qui disparaît, et donc démission, etc., recyclage, etc. Donc, manager opérationnel, manager intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe du coup avec le top management, avec le noyau stratégique ? Là aussi, c'est assez ambivalent, c'est assez surprenant, parce qu'en fait, si vous voulez, très souvent, quand vous lisez les écrits, là, comme les bouquins que je vous ai présentés au début, qui sont plutôt pas des travaux de recherche, mais plutôt des livres en faveur de l'entreprise libérée, très souvent, par exemple, on met en valeur des nouveaux concepts de leadership pour le noyau stratégique. Par exemple, on parle du manager libérateur. On va parler aussi du manager absent, par exemple, du manager Prozac, du manager... donc il y a plein d'expressions comme ça qui sont nées avec l'entreprise libérée, qui voudraient dire plusieurs choses. D'abord, autour du manager absent, l'idée, ça serait de dire que finalement, l'organisation pourrait se passer de son noyau stratégique, puisque le noyau stratégique, comme je vous disais, est plutôt en charge des très grandes opérations de haut de bilan, par exemple les fusions-acquisitions, et que ça n'arrive pas tous les jours, et que du coup, l'organisation pourrait se passer de son noyau stratégique de façon intermittente. Et donc ça, l'exemple le plus fameux qui est autour de ça, c'est le PDG de Chronoflex, qui au moment, 2 ans après avoir mis en place l'entreprise libérée, est parti 1 an en voyage avec sa famille pour faire un tour du monde, en disant je vais vous prouver vous-même que vous n'avez plus besoin de moi. Mais en fait, affirmer qu'on n'a plus besoin de soi, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a plus besoin vraiment du manager, quoi. Et donc, en fait, c'est là où il y a des paradoxes, c'est que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, très souvent, ce PDG de l'entreprise libérée, il est garant de cette culture-là, et il en est souvent le symbole, quoi. Donc, c'est un peu contradictoire, mais à la fois, il pourrait être absent des décisions opérationnelles, et à la fois, il est terriblement présent dans l'entreprise libérée. Et très souvent, en fait, on va voir qu'à la tête de cette entreprise libérée, quand je dis entreprise, hein, on a aussi des exemples dans l'administration, etc. En fait, on a des managers très charismatiques et qui incarnent cette nouvelle vision du management. Après, on voit quand même que sur le manager qu'on va appeler Prozac, libérateur, etc., il y a aussi un changement de posture du dirigeant, puisque le dirigeant devient garant que chacun des salariés puisse se réaliser dans son travail. Je vous disais que finalement, l'objectif ultime de l'entreprise libérée, c'est la quête de sens et la réalisation de soi. Et donc, quelque part, le noyau stratégique, il devient aussi garant de ça. Et donc, ça veut dire que, j'imagine que vous l'avez beaucoup lu, mais on voit arriver justement des nouvelles postures de managers où finalement, on arrive de manager autoritaire, bureaucratique à manager coach, servant, donc ça c'est des vieilles expressions, hein, mais servant leadership, etc., c'est-à-dire un management qui se met au service de la réalisation personnelle de chacun des membres de l'organisation. Avec, après, on pourrait dénoncer ce qu'il y a derrière, évidemment, une visée instrumentale qui est de dire, finalement, c'est parce que les salariés vont adhérer au projet de l'entreprise, qu'ils vont s'investir pleinement, se mobiliser, se surmobiliser, et donc, quelque part, permettre à l'entreprise de surperformer par rapport au modèle d'avant. Donc voilà, quelque part... donc ça, je vous ai parlé dans mon 3e sphère de la redéfinition du leadership. Et aussi, je voudrais juste dire un mot sur qu'est-ce que ça fait sur les fonctions support, c'est-à-dire, par exemple, les RH. Et ça, c'est très problématique. Il y a une relation très, très problématique entre les fonctions support et ces nouveaux modèles d'organisation. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, ces modèles d'organisation s'inscrivent dans une lignée post-bureaucratique, et que désolé pour ceux qui étaient là cet après-midi, mais je vous rappelle l'étymologie, bureaucratie, c'est le kratos, le pouvoir, acquis au bureau, donc aux ceux qui conçoivent le travail pour les autres. Donc dans les fonctions support, dans la bureaucratie, il n'y avait pas de problème. C'est par définition
les fonctions support avaient du pouvoir. Donc la planification stratégique, la qualité, certaines missions RH, etc., eh bien, les ingénieurs concepteurs évidemment dans les usines, designaient le travail des autres et par définition, avaient de la légitimité. Le problème, c'est que l'entreprise libérée s'inscrit dans des modèles post-bureaucratiques où on va remettre l'emphase beaucoup plus sur ceux qui font le métier, donc les opérationnels. Et ça re-questionne complètement, puisque vous donnez de l'autonomie à l'individu et aux équipes, de quel droit une fonction RH ou une autre fonction support viendrait mettre son nez dans le fonctionnement de l'équipe pour influencer le fonctionnement de l'équipe. Et donc, il y a eu des écrits très très forts de dirigeants d'entreprises libérées contre les fonctions support. Par exemple, le dirigeant d'entreprise Favi, qui est un modèle d'entreprise libérée en France, il a pris des postures très fortes pour dire qu'à terme, une entreprise libérée réussie est une entreprise sans fonction support. C'est-à-dire, il appelle à ne plus avoir de fonction RH dans l'entreprise libérée. Et inversement, évidemment, la fonction RH a répondu en écrivant des brûlots. En France, on a eu plusieurs écrits d'associations de DRH pour dire que l'entreprise libérée allait dans le mur, ne pouvait pas, etc. Donc, il y a comme ça, il y a une relation très tendue entre les RH, typiquement, et l'entreprise libérée. Et donc, là aussi, quelque part, entre les positions très fortes, on peut se redemander comment ces modèles d'organisation vont redéfinir les fonctions RH. Quand je dis fonctions RH, c'est la qualité, la RSE, la planification stratégique, c'est-à-dire tous ces fonctionnels tels qu'identifiés par Mintzberg. Et donc là, quelque part, c'est en train de se définir. Si vous voulez, là, je n'ai pas de réponse toute faite, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, en fait, il y a une partie des fonctions support qui sont réalisées à l'intérieur des équipes. Donc, alors qu'avant, la bureaucratie voyait un progrès, cette division conception-exécution, aujourd'hui, on revient un peu en arrière, où finalement, on refait faire beaucoup de choses à l'intérieur des équipes. Donc, il y a plein de choses qui sont décidées au niveau des équipes, avec parfois des gens qui se mettent à avoir des casquettes RH au sein des équipes. Donc ça pose plein de questions sur les métiers, etc. Attendez, j'avais un deuxième point qui m'échappe sur la reconfiguration de la fonction RH. Après, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, de plus en plus, dans ces organisations-là, les fonctions RH ne sont plus en position d'autorité, ne sont plus légitimes, et donc doivent adopter une position de service A. Et donc, du coup, de plus en plus, finalement, la fonction RH s'autonomise, se pense comme plus un cabinet de conseil RH qui doit trouver auprès des équipes l'aval pour intervenir, donc doit susciter du besoin chez les équipes pour pouvoir intervenir et apporter du support RH. Donc ça, c'est une deuxième voie d'évolution possible. J'ai un autre point que je voulais aborder, mais ça me reviendra, c'est souvent comme ça. Ça me reviendra, j'espère, au détour d'une question. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez, ces évolutions des entreprises libérées posent énormément de questions sur le lien entre les fonctionnels, j'ai retrouvé, les fonctionnels et les opérationnels. Ce qui m'a permis d'arriver à mon troisième point. Aussi, ce qui est très perturbant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, avant, étaient de l'apanage, par exemple, des fonctionnels. Par exemple, définir des accords collectifs, avoir une politique de rémunération, etc., qui sont laissés à l'autodécision des collectifs de travail. Et donc là aussi, à nouveau, la RH ne vient pas avec une expertise en disant « c'est moi qui vais définir avec la comité de direction la politique de rémunération de l'entreprise », mais le RH devient finalement garant des règles de fonctionnement de l'entreprise libérée que j'ai énuméré ma première condition, ces fameuses pratiques standardisées, mais pour laisser faire, finalement, l'entreprise s'autodéterminer sur ses politiques de rémunération, etc. Et donc, avec les étudiants du master, demain, je les fais travailler sur un cas d'une entreprise qui, justement, décide de faire définir sa politique de rémunération par les salariés. Et donc, pour ça, décide, par exemple, de rendre complètement transparent tous les salaires au sein de l'entreprise. Et donc, vous voyez bien les questions que ça peut poser en termes… Là aussi, on a des sortes de révolutions coperniciennes. D'ailleurs, c'est une des pratiques que je ne vous ai pas dites, mais qui est très très importante. Pour que l'entreprise libérée puisse fonctionner, une des pratiques standardisées, c'est évidemment la transparence de l'information opérationnelle et stratégique. L'information doit énormément circuler, doit être mise à disposition des salariés pour qu'eux-mêmes puissent s'autogérer.
Et donc ça aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette règle-là va réinterroger la position des fonctions support, puisque à ce moment-là, on voit bien que ça ne se fait pas de façon automatique. Les gens ne prennent pas des responsabilités, vous l'avez sûrement tous expérimenté. Quand je veux dire comment ça se passe dans vos universités, quand on veut élire le doyen, il y a 0 candidat. C'est-à-dire qu'un professeur veut rester professeur, jamais devenir doyen. Donc en fait, on est obligé d'aller susciter des vocations. Donc à la fois sur la prise de responsabilité et deuxièmement sur le fait que les gens soient suffisamment formés pour comprendre l'information, pour pouvoir prendre des décisions en autonomie. Là, il y a d'énormes chantiers pour justement les fonctions support, pour justement permettre à cette entreprise d'être libérée à la fois dans la formation, de susciter des prises de responsabilité des individus et deuxièmement les former pour être en capacité de comprendre toutes ces informations, ces flots d'informations dont on va les abreuver. J'arrive sur ma deuxième partie de mon bref exposé sur... je voulais voir l'heure, pardon. Si je suis dans les clous. Ah, mais j'ai l'heure là-bas. Parfait. Sur... bon, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça marche? Alors, tout le monde se pose cette question-là. Hein. Quand vous voyez, évidemment, quand vous voyez les ouvrages des gens qui vantent l'entreprise libérée, vous lisez et vous vous dites, waouh, ça doit être génial, quoi. Ça marche vraiment bien. Après, donc là maintenant, je vais vous amener plus une réponse un peu de chercheur. Donc, la réponse de chercheur, c'est toujours la même, c'est on ne sait pas. D'accord? Donc, mais quand même, on ne sait pas, mais on aime bien en parler. Donc, c'est ce que je vais faire exactement maintenant. Donc, les conséquences. Il y a déjà deux grandes, je pense qu'il faut bien dissocier deux choses. Les conséquences vraiment économiques de l'entreprise libérée et puis les conséquences plutôt vraiment en termes de performance sociale. Sur les conséquences économiques, aujourd'hui, il y a quand même un faisceau d'indices qui pointent sur le fait que, oui, effectivement, à court terme, les premières années, quand vous respectez les règles que je viens d'énoncer avant, effectivement, on observe une mobilisation très forte des salariés autour du projet, une capacité d'innovation renforcée de l'organisation. Et il y a plein d'études aussi qui montrent qu'une amélioration de la qualité, c'est-à-dire du service client, etc., dans ces organisations-là. Donc là, du point de vue économique, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a plein de paramètres, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui s'accumulent pour montrer les effets positifs au niveau économique de ce format d'organisation. Au niveau social, ce que j'appelle performance sociale, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que ça fait sur les collaborateurs, là, on va dire les travaux, ce qui ressort, c'est beaucoup plus contrasté. Alors déjà, je vais vous parler de la chose la plus aboutie que j'ai vue en la matière. La chose la plus aboutie que j'ai vue en la matière, c'est un travail doctoral qui vient d'être défendu cet automne à l'Université de Savoie. Et la doctorante, Caroline Matelin, elle a eu une chance extraordinaire, c'est qu'elle a observé une entreprise libérée qui, en fait, c'est Thermocompact, c'est une entreprise industrielle qui a 300 salariés à peu près. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que pendant la période où elle les a observés, 2013-2018, en fait, ils avaient une usine de 109 salariés qui, en fait, de fait, a été divisée en deux. Il y a une partie qui a été libérée et une partie qui est restée avec l'ancien mode de management, par choix. C'est-à-dire que, en fait, c'est deux sites de production qui sont distants, qui font le même métier à peu près et qui sont très peu, dans la même zone géographique. Et en fait, en 2013, toujours dans cette idée d'autogestion, ils ont fait choisir aux salariés est-ce que vous voulez vous engager dans une démarche ou pas. Et une usine a dit oui et l'autre usine a dit non. Et donc, on est dans une situation quasi expérimentale. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, quoi. Et donc, elle a mené des questionnaires auprès de l'ensemble des salariés et elle a essayé d'évaluer, c'est-à-dire, finalement, elle a essayé de mesurer le turnover, est-ce que les gens sont restés ou pas, elle a plein de mesures de est-ce que les gens sont bien au travail, de bien-être, et puis elle a mesuré plein de traits de l'organisation pour savoir est-ce que ça avait vraiment été libéré. Et ce qu'elle montre, c'est intéressant, c'est que, en fait, donc, sur un des deux sites qui avait mis en place le management libéré, il y avait trois choses qui avaient été mises en place qui étaient vraiment différentes de l'autre côté, quoi. Il y avait le fait qu'ils avaient beaucoup accentué sur la transparence de l'information. Donc l'information circulait beaucoup plus. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit, etc. Je l'ai noté parce que je ne me rappelle plus par cœur. Il y avait un mentoring systématique qui avait été mis en place pour accentuer le fait que les gens aient des trajectoires individuelles.
ils avaient mis en place tout un système de mentorat où, justement, qui était censé permettre à chacun de pouvoir s'épanouir dans ses tâches. Et puis, systématiquement, en fait, il y avait un droit à l'erreur qui avait été non seulement promulgué, mais protégé dans l'entreprise, c'est-à-dire le droit à l'initiative et le droit à l'erreur. Donc, elle, quand elle compare les deux situations, elle voit que voilà, c'est ça qui fait vraiment, en termes de qu'est-ce qu'elle a mis en place, il y a vraiment ça qui existe d'un côté, beaucoup plus que l'autre. Et après, elle trouve effectivement que dans l'entreprise libérée, dans le site de production qui a été libéré, le bien-être, enfin, elle prouve un effet social très positif sur à la fois le ressenti des salariés, le turnover, etc. Donc, elle voit une performance positive. Donc ça, c'était pour nous mettre un peu de baume au cœur et dire, voilà, il y a quand même ce travail qui est assez sérieux, qui a tendance à... Mais c'est un travail sur une usine. Et donc, je vais plutôt maintenant, et ce sera la fin de mon intervention, ouvrir plus sur, voilà, sur les questions que ça pose. Finalement, j'ai mis des petites tornades là, parce qu'il y a beaucoup aussi de travaux qui montrent, enfin qui s'interrogent sur, je vous disais, à court terme, bah oui, ces systèmes aboutissent à la mobilisation plus forte des salariés, l'innovation, du service client, etc. Mais il y a aussi beaucoup de travaux aujourd'hui qui essayent de dire, attention, ces systèmes aussi ont des limites et des pièges. Et je voudrais ouvrir là-dessus, parce que c'est ça qu'ils interrogent, pas pour dire ce modèle, il faut le mettre à la poubelle, mais pour dire attention, ce modèle, s'il est mis en place dans les organisations, il faut des garde-fous, parce qu'il y a un peu il peut y avoir des tendances négatives, etc. Donc voilà, c'est ça que je voudrais souligner maintenant. J'ai 6 minutes. Il y a 6, c'est parfait, il y a 6 limites. Donc, la première, c'est la question de l'instrumentalisation et c'est la question de jusqu'où vous libérez, jusqu'où vous allez dans la libération. Parce qu'en fait, la plupart des études, qu'est-ce qu'elles montrent? C'est que ce qu'on libère, c'est les décisions très opérationnelles au service de l'entreprise. Donc oui, effectivement, vraiment, dans les entreprises libérées, on a fait descendre les niveaux de décision au niveau des équipes de travail. Donc ça rappelle beaucoup les équipes autonomes, pour ceux qui ont connu cette vague-là dans les années 80. On l'accentue beaucoup plus. Mais ça, on reste toujours au niveau des décisions opérationnelles. Et ce que montrent beaucoup, plein de travaux, c'est que les vraies décisions stratégiques, elles ne sont pas discutées. Elles ne sont pas discutées collectivement. Et la première décision qui fait le cœur d'un projet d'entreprise, c'est la répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire comment vous distribuez la valeur créée dans une entreprise. Et ça, on s'aperçoit que ça, c'est très peu discuté dans l'entreprise libérée. Et donc, derrière, la politique de rémunération de l'actionnaire ou des propriétaires, etc. Et ça, ce n'est pas discuté. Et donc, il y a toujours une question qui peut se poser dans l'entreprise libérée, c'est, OK, on libère pour redonner du sens au travail, pour que les gens se rapproprient leur travail, mais si vous ne libérez pas le questionnement de la finalité du travail, c'est pourquoi je le fais, pour qui je le fais, alors à ce moment-là, au bout d'un moment, vous pouvez réinterroger la portée du modèle. D'accord ? Donc, qu'est-ce que souvent n'est pas discuté? C'est la répartition de la valeur créée et les opérations de haut de bilan. Et donc, par exemple, quelque chose de très symptomatique, je vous parlais Zappos, c'est le symbole le plus fort de l'holacratie aux États-Unis, et Zappos a été vendu à Amazon sans demander à ses salariés. Donc, à un moment donné, vous voyez, quand même une décision hyper stratégique qui va forcément avoir une influence même à terme sur le modèle de management. Les salariés n'ont pas été consultés là-dessus. Donc, vous voyez, donc, la question de l'instrumentalisation. Et lié à ça aussi, nous, on a fait pas mal de travail sur des entreprises françaises, et on s'est demandé aussi, du coup, quel type de critique, oui, on dit, on crée des cercles de débat, enfin, on redonne de la place à un peu de la démocratie locale dans l'entreprise. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, oui, mais quel type de critique on autorise en fait? Et l'instrumentalisation du projet, elle a une autre conséquence, c'est que le type de critique, le type de discussion qu'on autorise, il est aussi extrêmement limité. Par exemple, vu qu'une des conditions nécessaires à l'entreprise libérée pour qu'elle se passe bien, c'est l'adhésion au projet. Et donc on va forcément, dans ces entreprises libérées, valoriser, favoriser la critique positive, la critique qui est au service du projet industriel, et on va être très mal à l'aise avec les critiques négatives, les émotions négatives. Et donc, on voit bien que quelque part, oui, il y a une certaine parole qui est libérée,
mais il y a aussi une certaine parole qui n'est jamais libérée. Donc, la parole sur le questionnement sur des finalités qui sont tabous, comme par exemple la maximisation du profit ou la rémunération des propriétaires, etc. Des questions qui sont très peu discutées. Et il y a aussi un autre type de parole qui n'est pas libérée, c'est la parole de mal-être. Et en fait, on a fait beaucoup d'entretiens dans plusieurs usines ou plusieurs entreprises où finalement, les gens sont en grande détresse parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le modèle. Ils ne peuvent pas en parler parce qu'il y a une sorte de happy face général. Tout le monde doit sourire et contribuer au bonheur de l'entreprise. Et donc, du coup, la seule voie possible pour ces salariés, c'est la sortie. Et c'est pour ça qu'on retrouve un des résultats que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aussi, on s'aperçoit que dans ces entreprises-là, au début du projet, à l'installation du projet, il peut y avoir aussi des départs de salariés. C'était ma première limite. Attention à l'instrumentalisation de, finalement, la libération au profit d'un projet qui n'est pas partagé. La deuxième limite, c'est l'enracinement des dirigeants. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure sur qu'est-ce que ça fait sur le leadership, en fait, on s'aperçoit que dans l'entreprise libérée, le dirigeant est hyper important. C'est contre-intuitif, mais il est hyper important. Et donc, la question, c'est est-ce qu'un projet d'entreprise libérée peut survivre à l'absence de son dirigeant qu'il a mis en place? Et ça pose plein de questions sur la vraie autonomie du projet, quoi. Donc ça, enracinement du dirigeant. Et puis après aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand vous mettez en place le projet, ça renouvelle vraiment tout ce qui est management opérationnel. Donc ça, c'est très bon, c'est très positif. Au niveau des équipes, ça fait émerger des nouvelles figures, des nouvelles expertises, des nouvelles prises de pouvoir. Donc ça, c'est très positif. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, ça se stabilise en fait, et qu'il y a aussi un nouvel enracinement des dirigeants locaux. C'est-à-dire qu'alors que dans la théorie, on devrait avoir des équipes temporaires avec un management opérationnel sans cesse renouvelé, en fait, on s'aperçoit que ça, dans les faits, c'est quand même assez difficile à mettre en place. Troisième limite, ce que j'ai appelé absence de structure, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous disais, le rôle des fonctionnels est très mal défini dans l'entreprise libérée, et qu'il y a un énorme chantier à faire. Là, pour le coup, je trouve que vous qui êtes intéressé par ces questions, il y a vraiment tout un chantier à définir. Du coup, parfois, dans les entreprises libérées, on manque de structures qui permettent d'accompagner et protéger les salariés. Je parlais de ça tout à l'heure avec les étudiants en disant comment on peut penser une gestion de carrière dans une entreprise libérée? Comment on peut penser justement une politique de rémunération dans une... Et donc, quelque part, je vous disais, il y a plein de règles de fonctionnement sur comment décider collectivement, mais parfois, ça manque de structures plus transversales dans l'entreprise pour, quelquefois, justement, permettre de donner de la visibilité, de la fiabilité à l'organisation. Quatrième limite, c'est qu'en fait, on peut aussi se poser la question de qui va être à l'aise dans une entreprise libérée. Est-ce que l'entreprise libérée convient à tous les profils? Et donc là aussi, on pourrait se demander si finalement le fait d'accorder une très forte responsabilisation, une très forte autonomisation aux salariés, est-ce que tout le monde est en capacité de passer d'un modèle à l'autre? Et donc là, très souvent, on voit par exemple des startups qui se mettent en entreprise libérée, et là, quelque part, si vous choisissez les bonnes personnes que vous recrutez, il n'y a pas de problème. Par exemple, on a un exemple grenoblois, une boulangerie qui s'est montée avec un modèle très très alternatif qui aujourd'hui s'est largement diffusé. Désolé de vous parler de nourriture à cette heure indue, mais en gros, le modèle, c'est la boulangerie est ouverte tous les jours de 14h à 19h. Ça veut dire que les boulangers ne travaillent plus la nuit, donc au lieu de travailler la nuit, ils travaillent le matin. Donc c'est aux clients de s'adapter sur ces plages horaires-là. Ils font du pain qui dure une semaine, donc qui ne durcit pas, etc. Donc ça vous permet d'adapter votre consommation. Donc c'est du pain, etc., bio, machin et tout ça. Et c'était basé sur une autonomie totale, donc en disant tout le monde est égaux, donc entreprise libérée, etc. Et en fait, c'est super intéressant, c'est qu'au bout de 2 ans, en fait, il y a 5 des 7 boulangers qui sont partis. Et donc le fondateur, en fait, a dit, mais en fait, j'avais fait une erreur. C'est que je n'avais pas embauché sur mon projet d'entreprise libérée. Et donc, il a réembauché 5 nouveaux boulangers sur le projet de valeur qui est, ces boulangers veulent cette autonomie, veulent cette responsabilisation. D'accord? Mais maintenant, ok, ça, c'est une start-up quelque part. Maintenant, on se remet dans nos vieilles organisations qui parfois sont plus vieilles que nous-mêmes, qui ont eu des modèles bureaucratiques à l'origine. Ok, mais comment on les transforme en entreprises libérées?
Et ça, quelque part, les injonctions à la prise de responsabilité, les injonctions à s'emparer de ses processus de travail, à améliorer sans cesse son travail, c'est hyper violent pour certaines personnes si ce n'est pas accompagné. Donc évidemment, ça va correspondre à certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas se réaliser là-dedans, et au contraire, toutes ces injonctions, elles vont être très violentes pour elles au niveau psychologique. Et donc c'est pour ça que je dis attention. L'entreprise libérée doit, et pour ça là aussi il y a un vrai rôle des managers mais aussi des fonctionnels, doit accompagner cette prise d'autonomie et de responsabilisation des salariés. Il me reste deux limites qui sont très connectées, donc je vais les traiter en une fois. En fait, on a un super beau cas qu'on étudie à Lyon en ce moment, où l'entreprise libérée, je crois qu'il y a presque 300 salariés, entreprise hyper rentable, et en fait, la machine s'est enrayée. Et il s'est passé deux choses dans cette machine. D'abord, au début, à force de laisser les salariés s'emparer de sujets et de monter des commissions pour parce que l'entreprise libérée, c'est ça quand même. Vous laissez vos salariés se monter dans les équipes qu'ils veulent, s'emparer de sujets et puis définir des règles, s'auto-gérer, quoi. En fait, cette organisation, elle s'est mise progressivement dans une situation de hyper-organisation, c'est-à-dire finalement, il y a toujours des commissions qui se créent pour aller régler des choses, et finalement, l'organisation, elle va régler sur la quantité parce qu'elle veut votre bien-être. Elle va se dire, ah, mais attends, on n'a pas pensé au snack à 16h pour les salariés, et donc mettre en place des ateliers où les salariés peuvent faire des goûters pour les autres, machin, et on s'aperçoit que finalement, ces organisations qui devaient être libérées, au bout d'un moment, en fait, elles se transforment, elles deviennent hyper organisées. C'est-à-dire, les salariés, avec toute l'énergie qu'ils veulent mettre, ils se mettent à hyper organiser les choses pour les autres, et finalement, l'organisation, elle va crouler sous ces commissions, ces machins qui s'auto-constituent, etc. Et donc, cette organisation, elle est aujourd'hui... Il y a trop de ça, il y a trop d'organisation, si vous voulez, et il y a aussi une hyper-réflexivité. C'est-à-dire, et ça c'est très important, pour toujours, si vous voulez, l'entreprise libérée, pour toujours que les gens adhèrent au projet et puissent finalement se responsabiliser, s'autonomiser, il faut toujours les mettre en position de réflexivité. C'est-à-dire être en capacité de juger où est-ce qu'on va et comment on y va. C'est pour ça qu'il faut les abreuver d'informations. C'est-à-dire ils doivent toujours pouvoir critiquer ça au niveau de leur équipe et puis plus largement. Et donc dans cette organisation, ce qu'on voit, c'est que finalement, on arrive aussi à une situation d'hyper-réflexivité où là, finalement, malgré toutes les règles de fonctionnement dont on s'est doté, et cette organisation, mais il y a 10 000 règles sur voilà comment une réunion doit se tenir, ben, malgré ça, on tombe dans des abîmes de qui suis-je, où gère, vous voyez, je ne me rappelle plus l'expression là, mais dans quelle étagère, etc. Donc et donc là, la direction vient de changer 6 fois en un an. Et pourtant, c'est basé sur des élections, etc. Et donc, les salariés reçoivent toutes les semaines des mails comme ça, d'auto-analyse, de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, etc. Et on s'aperçoit. Et donc là, ça y est, cette année a été une très mauvaise année au niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'alors que c'était vraiment une success story, etc., en fait, je sais pas, donc ça, on est en train d'étudier, nous, et essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais la machine s'est enrayée, et d'un truc qui se voulait libérer, on se retrouve à la fois une structure hyper organisée et trop réflexive, où on est tombé dans des abîmes de réflexivité, quoi. Donc, il y a une sorte aussi, là, je finirai là-dessus, d'équilibre à trouver entre... le besoin de re-questionner les finalités de l'entreprise et les manières de travailler pour l'améliorer, et puis le besoin de faire ça, et à la fois le besoin de limiter ça aussi d'une certaine manière, quoi. Voilà les 6 limites que j'ai trouvées, et j'ai un tout petit peu dépassé le temps, désolé. Merci beaucoup Thibaut. Et le temps des questions, qui se lance? Monsieur Bilan. Est-ce qu'il y a des différences culturelles? Est-ce que dans certains pays, dans certains continents, c'est plus ou moins accepté que dans d'autres? Alors, en fait, j'ai du mal à répondre à vos questions. Il n'y a pas assez de travaux aujourd'hui, il n'y a pas de travaux là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'holacratie, c'est très américain. La sociocratie, c'est très européen. L'entreprise libérée, c'est très francophone.
Donc, j'ai pas de, par exemple, je connais pas de travaux allemands, donc j'ai pas assez de. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même dans des contextes qui ont beaucoup remis en cause le modèle bureaucratique. Et donc, les États-Unis en premier, et puis la France, puisque depuis les années 2000-2005, en France, on a une très forte remise en cause de nos modèles d'organisation. Après, en Allemagne, je ne connais pas, j'ai pas de. Mais je le note. Et c'est une très bonne question, je ne sais pas. Moi, j'ai juste une question. Je me demandais, alors déjà merci, j'ai trouvé très intéressant. J'ai essayé de lire plusieurs articles. Moi, je suis issue d'une organisation très pyramidale, pour ne pas la citer, l'université. Donc ça m'a fait du bien effectivement d'entendre effectivement avoir une vision globale de la chose que j'avais pas. Je me demandais si déjà il y a une pyramide des âges, est-ce que ça attire Tout à fait. certaines catégories d'âge? C'était ma première question. Et la deuxième, je me demandais aussi s'il y avait un maximum de personnes à atteindre dans une entreprise ou si au-delà de ça, il ne faut même pas penser, je ne sais pas si demain on va peut-être passer avec l'université à ce modèle, on a 6500 collaborateurs, Ouais. c'est réaliste que j'aille vers le rectorat avec cette question. Non, mais je rigole, mais... Alors, on pourra discuter parce que ce qui est intéressant, c'est que la Business School à Grenoble, on est complètement dans ce modèle, mais on n'est que la Business School. Donc, on est 512 salariés et on est très, très libérés. Mais du coup, ça nous pose des problèmes, puisque du coup, on interagit avec... voilà. Et donc, voilà. Donc, par exemple, sur les politiques de rémunération, toutes les augmentations de salaire sont décidées par une commission. En fait, on élit trois. Juste un petit. Désolé pour ceux qui ne sont pas d'université, mais c'est juste pour. En fait, on a trois commissions rémunération, promotion et plan de charge, où on élit des membres du corps professoral qui sont membres de cette commission. Et donc, ça veut dire que, par exemple, donc, toutes les augmentations de salaire sont décidées par ces trois personnes élues par nous. Donc, vous voyez, les plans de charge, c'est-à-dire que nous, les équipes s'auto-organisent, mais pour créer de l'équité, tous les plans de charge des professeurs sont comparés les uns aux autres. Donc, on est 140 profs aujourd'hui, par cette commission de profs élus pour créer de l'équité. Et puis, les évolutions de carrière, c'est-à-dire que les décisions de faire passer, on a 3 grades, sont décidées par cette commission aussi, par exemple. Donc, ça, c'était, voilà. Mais on a plein d'autres problèmes parce que, comme je vous disais, on est censé, voilà, là, on est censé élire notre doyen. Et donc ça ne sort pas de cette salle. Mais en fait, on a fait une élection sans candidat. Il y a eu 5 personnes pointées, dont moi. Et personne n'a voulu y aller. Et donc là, on vient de recevoir un message en disant « Oui, le contexte n'étant pas très porteur, nous reportons le processus en septembre. » quoi. Donc là, ça veut dire que pendant 3 mois, ils vont nous dire « Attention, il faut y aller, il faut prendre la responsabilité, etc. » Donc voilà. Bon. Après, sur la question des pyramides des âges, je pense que c'est très vrai. Et alors, il y a 2 choses. Il y a le fait que ces modèles attirent beaucoup les jeunes générations. Donc sur la prise de responsabilité, sur etc. Donc ces modèles sont très attractifs auprès des jeunes générations. Et qu'après, dans les entreprises qui ont pu être observées, en fait, il y a beaucoup plus en fait, de ce que montre un peu 30 articles publiés aujourd'hui, c'est très peu. Hein, donc, mais ce que t'en as montré, c'est qu'il y a plus une différence en termes de CSP, c'est-à-dire que le capital culturel des personnes joue plus que l'âge dans les entreprises qui se libèrent, en fait. Donc, on a plus un problème à libérer tous les services de l'entreprise en fonction de la composition de ce service que l'âge. Enfin, c'est on va dire le type de travail réalisé par les personnes va plus jouer que... Voilà, c'est juste ce que je peux vous dire, quoi. Après, dans l'entreprise libérée, mais c'est plutôt dans toutes les entreprises post-bureaucratiques, ce qu'on observe, et ça c'est prouvé par plein de travaux, c'est que ça conduit à la surmobilisation des salariés, donc à un investissement très fort dans le temps de travail. Ça conduit à un floutage très fort entre vie de l'entreprise et vie privée, parce qu'à partir du moment où vous responsabilisez les gens, ils amènent beaucoup plus leurs problèmes de travail à la maison. Et donc ça, c'est aussi plus compatible avec une certaine tranche d'âge. Voilà, donc mais ça, c'est pas typique de l'entreprise libérée, c'est plutôt typique des formes post-bureaucratiques. Je crois qu'il y a...
le terme. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. J'hésitais d'ailleurs. Ouais, vous avez tout à fait raison. J'aurais pu le mettre. Je l'ai noté sur mon petit cahier. Parce que ça revient énormément dans les écrits sur l'entreprise libérée. Et en fait, pour moi, je l'ai mis dans cohésion sociale. Enfin, c'était sous-entendu là-dedans. Et c'est pour ça que la figure du dirigeant, elle est si importante. Parce que quelque part, c'est lui qui, à un moment donné, donne la garantie que ça ne va pas être juste du face value, quoi, que ça ne va pas être juste de l'intention, mais qu'il y a une vraie volonté de redonner du pouvoir à la base. Et donc, non, mais vous avez tout à fait raison, j'aurais pu le faire, mais dans ma tête, il est dans cette cercle-là, mais je suis tout à fait d'accord. Que la confiance, c'est un élément clé dans le moment de la transformation. Mais aujourd'hui, ce qui est plutôt montré, cette confiance, elle est garantie par le dirigeant et pas tellement par les cadres intermédiaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est montré dans la plupart des études, c'est que les cadres intermédiaires sont super mal à l'aise avec le projet. Super mal à l'aise. Parce que le projet ne redéfinit pas forcément, comme pour les fonctions support, un rôle très défini pour eux. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un impensé sur les fonctions support et leur rôle dans l'entreprise libérée. Et je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous, que justement, les fonctions support dans l'entreprise libérée devraient être garants du fait que ça puisse marcher. Et donc, ont un rôle énorme à jouer dans le mentoring, dans la prise de responsabilité, dans l'éducation à toutes les règles dont doit se doter l'entreprise libérée pour pas qu'elle vire à l'anarchie ou à l'hyper-réflexivité, etc. Et ça, les fonctions support ont un vrai rôle à jouer là-dedans. Mais aujourd'hui, comment dire, en fait, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, en France, explosent les formations à la facilitation de l'intelligence collective. Donc on a plein d'écoles de partout qui font ça, mais c'est très peu connecté finalement au mouvement de l'entreprise libérée. Donc c'est comme si on avait d'un côté des outils qui se développent et de l'autre côté des formats d'organisation et qu'il n'y a pas de formation systématique des RH à ça. Moi avant, par exemple, on a un master RH à GEM et avant j'intervenais sur nouveau modèle d'organisation. Aujourd'hui, j'interviens plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une sensibilisation autour de ça. Donc j'ai l'impression que les deux ne sont pas très bien connectés encore. Ouais. Hein? Ah bah évidemment, à Genève, pardon. Non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est ce que je disais, que c'est ma version instrumentalisée et que ça, c'est très peu libéré. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et parce que c'est eux, in fine, qui quand même décident de la répartition de la valeur donc, et des opérations de haut de bilan. Donc du coup, ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, là, je peux... Non, je ne l'ai pas étudié, mais enfin, mon constat, c'est que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas en fait. Donc aujourd'hui, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer mes startups très alternatives, qui là, du coup, s'est libéré du haut vers le bas, enfin, de partout, des structures historiques qui libèrent dans une vision plus instrumentale pour augmenter l'engagement des salariés. Et là, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, la question, c'est que vous ne reposez jamais la question de la finalité du travail. Et donc, du coup, ça pose un problème à un moment donné sur pour qui on travaille et pourquoi on travaille, quoi. Attendez, il y avait Allez, ouais. On va peut-être prendre les 3 dernières questions parce que je vois que ça sollicite beaucoup d'intérêt. Et après, on a encore l'apéritif. Monsieur, Victoria et puis Madame, peut-être après pour terminer. Ouais. Puisque dans un modèle comme celui d'entreprise libérée, j'ai l'impression que c'est quand même la majorité qui va prendre des décisions Ouais. pour exclure une minorité. Alors comment ça se passe? Et jusqu'à où ça peut aller? Ça peut aller sur un licenciement de la majorité vers la minorité. Enfin, vous voyez, comment est-ce que ça se gère tout ça? Je prends toutes les questions en même temps ou je réponds une à une? Alors je réponds une à une, j'adore. Je préfère, c'est une super bonne question. Et alors là, justement, c'est là où toutes les règles ont été établies.
Par exemple, souvent on me demande est-ce que finalement ce n'est pas la prise du pouvoir par les plus extravertis? Eh bien, pas du tout, par exemple. En fait, si vous appliquez vraiment les règles de décision qui sont très très détaillées, en fait, au contraire, je trouve c'est remarquable. Moi qui suis assez extraverti, je suis toujours surpris quand c'est bien fait, à quel point on assiste à des prises de parole de gens qui n'auraient jamais eu la parole avant. Donc, en fait, quelque part, là je vous ai montré juste un extrait, mais il faudrait les lire. Il y a au moins aujourd'hui 10 méthodes de prise de décision qui sont en train de se diffuser dans ces organisations-là, et elles sont vraiment faites pour que, justement, on puisse exprimer des désaccords et, quelque part, aboutir à des situations où ça ne fait pas consensus, c'est-à-dire que, finalement, on peut rester sur un désaccord qui n'est pas résolu, mais pourtant, on se met d'accord que, on va pas, malgré mon désaccord, je vais choisir de ne pas bloquer le processus parce qu'il y a un impératif d'avancer. Et donc, mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne question et ça mériterait encore beaucoup plus de travaux et il faudrait étudier ces 10 prises de décision et comment ça marche, etc. Mais normalement, c'est fait en sorte pour que les désaccords puissent s'exprimer, qu'ils puissent être débattus et que les gens qui sont en désaccord puissent à un moment avancer avec, c'est-à-dire finalement qu'on puisse décider malgré le désaccord, quoi. Et donc, vous dites, est-ce que c'est toujours la tyrannie de la majorité? En fait, je ne suis pas vraiment sûr que ça marche comme ça. Parce que, justement, le consentement, ce n'est pas la prise par la majorité. C'est quand même le consentement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de veto négatif. Et donc, il faut que la personne, quand même… Donc, il y a plein de processus de prise de décision où on essaye de faire bouger les gens de position en fonction d'exprimer leur désaccord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils auraient besoin pour bouger? Donc, il y a plein de mécanismes pour éviter, justement… Et donc, très souvent, il y a un autre vocabulaire que je n'ai pas utilisé, mais ils appellent ça le conflit générateur. C'est-à-dire qu'au contraire, ils essayent, dans ces réunions-là, de faire générer des avis divergents, mais que ça, c'est facteur justement d'innovation, d'avancement, etc. Donc, on voit aussi émerger, moi je trouve ça remarquable, des nouvelles formes de leadership par des personnes finalement qui ont des personnalités qu'on n'aurait jamais recrutées dans les business schools, par exemple. Et ça interroge quand même sur nous, vous voyez bien, enfin non, vous ne voyez pas, mais les business schools, on a des étudiants très très formatés par les épreuves qu'on a mis à l'entrée en fait. Et ça, et le grand oral, c'est une épreuve qui compte énormément dans les business schools. Et donc, voilà, ça réinterroge après derrière sur les modèles de leadership qu'on veut diffuser, quoi. Alors, il y avait une question là. Il a posé, monsieur l'a posé. Monsieur l'a posé. Ok. Moi, j'en ai deux, j'ai le droit. Alors, il y a l'élitisme déjà qui m'interpelle. Alors, nous, on n'a pas transformé, on est parti directement sur une entreprise libérée dans le domaine des soins à domicile. Donc, ce qu'on constate, c'est le fait que tous les soignants sont intéressés par l'entreprise libérée parce qu'aujourd'hui, comme en France, en Suisse aussi, les infirmiers notamment ont besoin de trouver du sens, de retrouver du sens, et c'est vrai que l'entreprise libérée leur parle. Mais dans la vraie vie, on se rend compte que c'est pas fait pour tout le monde. Et comment identifier ces personnes, surtout quand on a donné la liberté de recrutement aux équipes? Donc voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est par rapport à la question de monsieur sur le conseil d'administration. Quand on a une entreprise comme la nôtre qui n'a pas encore de plus-value, où il y a un risque entrepreneurial qui est fait par les cofondateurs, et qu'on dit, voilà, on décide, y compris la politique de rémunération. Aujourd'hui, il y a 0 dividende, mais il y a par contre des crédits à payer. Comment ça se passe dans une entreprise libérée? Voilà, c'est plus facile de parler quand il y a de la plus-value, ouais. Il faut se partager un gâteau, mais aujourd'hui, le gâteau n'est pas encore finalisé. Est-ce que ça ne vous dérange pas de partager le nom de votre organisation? Les soins volants. Ah oui, les soins volants. Nadine m'en avait parlé. Ok. Alors, très très bref, comment on identifie les personnes? Alors, deux choses, c'est que très souvent, en fait, le recrutement d'entreprises libérées se fait par cooptation. Donc, il y a quand même une volonté de travailler avec les personnes, etc. Donc, ça, d'avoir justement des regards convergents sur une personne, ça peut permettre d'éviter de faire des erreurs.
Puis après, la deuxième chose, c'est que souvent, c'est qu'aussi les personnes partent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a un peu une auto-sélection. Enfin, et ça, c'est compliqué aussi à gérer parce que il peut y avoir des erreurs de casting. Et après, la question, c'est comment on fait partir les gens, etc. Donc ça, mais c'est un vrai problème. Et après, sur votre deuxième question, elle était sur comment ça se passe. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie question. Parce que quelqu'un l'a soulevé aussi cet après-midi en disant ces modèles, c'est génial quand tout va bien, quoi. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe quand il faut prendre des décisions difficiles, quoi. Et je pense que là aussi, normalement, mais c'est toujours plus difficile, tous ces processus de prise de décision, ils sont aussi faits pour garantir la bienveillance, le fait que tout le monde ait le droit de parler, etc. Mais de fait, effectivement, c'est beaucoup plus difficile à appliquer en contexte dégradé, quoi. Donc du coup, c'est une vraie... comment on peut décider collectivement de licencier quelqu'un. Alors que quand vous avez dans une entreprise bureaucratique traditionnelle, on en a parlé cet après-midi à nouveau, mais un locus du pouvoir bien identifié, c'est la personne qui vous augmente, mais c'est aussi la personne qui licencie. Donc quelque part, vous avez une prise de responsabilité au niveau de la ligne hiérarchique. Alors que quand on les diffuse, c'est beaucoup plus violent. Et je vais dire, désolé, je fais durer, mais une autre anecdote aussi, c'est en fait, l'élection, c'est aussi un processus violent. Parce que par exemple, l'élection sans candidat, dans le processus normal, c'est chacun vote pour une personne et c'est transparent. Et après, chacun va dire pourquoi il a choisi cette personne-là. Et quand moi, je l'ai appliqué dans mes équipes, en fait, c'est super violent. Parce que vous, quand vous êtes les gens qui êtes choisis ou pas choisis, en fait, c'est quand même le collectif qui s'exprime sur vous. Et ça, mine de rien aussi, finalement, c'est à vivre de l'intérieur. Sur le papier, ça a l'air super, mais quand c'est vous qui êtes choisi ou pas, en fait, c'est super. Ça donne une relation collective qui est quand même très spéciale, quoi. Et donc, imaginez ça sur des processus. Là, c'est pour choisir un coordinateur. Bon, au pire, vous n'êtes pas élu. Vous avez plus de temps pour vous. Quand vous parlez de licencier quelqu'un, là aussi, vous imaginez. Les processus sont aussi très, très violents, quoi. Très, très violents. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, mais c'est une super commentaire, quoi. Oui. Allez, une dernière et puis on boucle. Changer notre position support dans les entreprises pour devenir plus des partenaires que des supports décideurs. Parce qu'au final, on s'enlèverait en gros une grosse responsabilité. Et justement, quand j'entends le problème de recrutement, est-ce qu'on ne va pas vers un changement de notre métier en étant des coachs, Moi, je suis persuadé. des mentors? Parce que quand il y a des réels problèmes de recrutement, on peut être là, avoir cette expertise-là sans être le décideur. Ouais. Mais de toute façon, même historiquement, c'est-à-dire que tout à l'heure, je prenais le contre-pied en disant « Ah, c'était génial dans la bureaucratie, vous aviez un vrai pouvoir parce que vous étiez légitime ». Mais en fait, depuis la création de la direction du personnel dans les années 50, il y a toujours la question quand même de quelle légitimité vous avez. Et vous avez une légitimité d'expert parfois, vous avez une légitimité de conseil, etc. Mais du coup, effectivement, cette question-là, la légitimité des RH, elle n'a jamais été autant remise en question que par ces nouveaux modèles. Et donc, là où croit le danger, je ne sais plus comment on dit la phrase, mais croit l'opportunité, c'est-à-dire croit ce qui sauve. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il y a une vraie opportunité à redéfinir la fonction RH dans ces nouveaux modèles. J'en suis persuadé. Et de montrer que c'est parce que les RH vont jouer ce rôle-là que l'entreprise libérée va éviter les 6 écueils que j'ai mentionnés plus haut. C'est-à-dire qu'on voit bien que j'essaie de de vous présenter quelque chose d'assez équilibré sur, il peut y avoir des avantages, mais il y a plein de pièges, et que c'est aussi, en garantissant le fonctionnement des règles, en formant les gens, en les poussant à prendre des responsabilités, en les protégeant s'ils ne veulent pas. Enfin, il y a plein de nouvelles missions à créer pour la fonction RH à ce niveau-là, quoi. Et effectivement, c'est très associé au métier de coach. Je ne sais pas si j'imagine qu'il y a des bonnes formations à l'Université de Genève. Merci beaucoup. En tous les cas, soyons créatifs. Merci. Avant de vous inviter, donc merci encore beaucoup.
Merci. Avant de vous inviter à rejoindre l'apéritif, juste donc une annonce, vous avez vu devant vous, on a mis les programmes là pour le reste de l'année. Savez-vous, c'est pour vous. Vous annoncez que la prochaine rencontre aura lieu donc, le 14 mai. Elle traitera, on parlait de sens au travail, donc c'est un bon rebond, le bon fil rouge. De sens, contresens et non-sens au travail, avec le professeur Kourosh Massoudi de l'Université de Lausanne. Donc, bienvenue, on vous relancera bientôt. Merci et à tout de suite. Merci.